Le Grand Maulne, Alain Fournier, partie 1. Chapitre 6. On frappe au carreau. Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter. Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tout éblouis encore d'avoir traversé des paysages de givre, d'avoir vu les étangs glacés, les taillis ou les lièvres d'étals. Il y avait dans leurs blouses un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Et ce matin-là, l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie. Puis la pesante classe d'hiver commença. Un coup brusque au carreau nous fit lever la tête. Dressés contre la porte, nous aperçûmes le grand Maulne secouant avant d'entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui. Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir. Il y eut à l'entrée comme un vague conciliabule que nous n'entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu'on voyait accrochées aux habits du grand Maulne, et surtout son air de voyageur fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. Monsieur Sorel était descendu du petit bureau à 2 marches où il était en train de nous faire la dictée, et Maulne marchait vers lui d'un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvais beau à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il s'avança jusqu'à la chaire et dit, du ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement, « Je suis rentré, monsieur. » « Je le vois bien, » répondit monsieur Sorel en le considérant avec curiosité. « Allez vous asseoir à votre place. » Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d'un air moqueur, comme font les plus grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis. Et, saisissant d'une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc. « Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, » dit le maître. Toutes les têtes étaient alors tournées vers Maulne, pendant que vos camarades finiront la dictée. Et la classe reprit comme auparavant. De temps à autre, le grand Maulne se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts, où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde auprès du poêle rougi. Mon camarade, la tête dans les mains, s'accouda pour lire. À 2 reprises, je vis ses paupières se fermer et je crus qu'il allait s'endormir. « Je voudrais aller me coucher, monsieur, » dit-il enfin, en levant le bras à demi. « Voici 3 nuits que je ne dors pas. »« Allez, » dit M. Sorel, désireux surtout d'éviter un incident. Toutes les têtes levées, toutes les plumes en l'air, à regret nous le regardâmes partir, avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux. Que la matinée fut lente à traverser. Aux approches de midi, nous entendîmes là-haut dans la mansarde le voyageur s'apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu, près des grands-parents interdits, pendant qu'aux 12 coups de l'horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger. De ce déjeuner, je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé. La toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il profita de cette trêve pour ne pas dire un mot. Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous les deux bondir dans la cour. Cour d'école après-midi, où les sabots avaient enlevé la neige. Cour noircie, où le dégel faisait dégoûter les toits du préau. Cour pleine de jeux et de cris perçants. Maulne et moi nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà 2 ou 3 de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sous leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la grande classe, où je le suivis, et referma la porte vitrée, juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées, de sabots claquant sur le seuil. Une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les 2 battants de la porte. Mais déjà Maulne, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clé qui fermait la serrure. Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant, on fit au dehors des pesées sur la porte. On nous cria des injures, puis un à un, ils tournèrent le dos et s'en allèrent, à la tête basse,
en rajustant leur cache-nez. Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n'y avait que 2 balayeurs qui déplaçaient les tables. Je m'approchai du poêle pour m'échauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu'Augustin Maule le cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion, debout sur l'estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. Je me disposai à aller près de lui. Je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait, lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d'un gars du bourg et de 3 autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée. Il y avait dû la pousser et sauter par là. Jasmin Delouche, encore qu'assez petit, était l'un des plus âgés du cours supérieur. Il était fort jaloux du grand Maule, bien qu'il se donnât comme ami. Avant l'arrivée de notre pensionnaire, c'était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure assez pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve Delouche, aubergiste, il faisait l'homme. Il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard, aux buveurs de vermouth. À son entrée, Maule ne leva la tête, et les sourcils foncés cria au gars qui se précipitait sur le poêle en se bousculant. « On ne peut donc pas être tranquille une minute ici !»« Si tu n'es pas content, il fallait rester où tu étais, » répondit sans lever la tête Jasmin Delouche, qui se sentait appuyé par ses compagnons. Je pense qu'Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend, sans qu'on puisse la contenir. « Toi !» dit-il, en se redressant et en fermant son livre un peu pâle. « Tu vas commencer par sortir d'ici !» L'autre ricana. « Oh !» cria-t-il. « Parce que tu es resté 3 jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?» Et associant les autres à sa querelle, « Ce n'est pas toi qui nous feras sortir, tu sais. » Mais déjà, Maule était sur lui. Il y eut d'abord une bousculade. Les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul, Martin, un des gars de la campagne, entré avec Jasmin, s'interposa. « Tu m'as laissé !» dit-il, les narines gonflées, secouant la tête comme un bélier. D'une poussée violente, Maule le jeta titubant, les bras ouverts au milieu de la classe. Puis, saisissant d'une main Delouche par le cou, de l'autre ouvrant la porte, il tenta de le jeter dehors. Jasmin s'agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés, tandis que Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas compter la tête en avant, furieux. Maule ne lâcha Delouche pour se colleter avec cet imbécile, et il allait peut-être se trouver en mauvaise posture lorsque la porte des appartements s'ouvrit à demi. Monsieur Sorel parut, la tête tournée vers la cuisine, terminant avant d'entrer une conversation avec quelqu'un. Aussitôt la bataille s'arrêta. Les uns se rangèrent autour du poêle, la tête basse, ayant évité jusqu'au bout de prendre parti. Maule ne s'assit à sa place, le haut de ses manches décousues et défroncé. Quant à Jasmin, tout congestionné, on l'entendit crier durant les quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de la classe. Il ne peut rien supporter maintenant. Il fait le malin. Il s'imagine peut-être qu'on ne sait pas où il a été. Imbécile! Je ne le sais pas moi-même, répondit Maule, dans le silence déjà grand. Puis, haussant les épaules, la tête dans les mains, il se mit à apprendre ses leçons. Chapitre 7. Le gilet de soie. Notre chambre était, comme je l'ai dit, une grande mansarde. À moitié mansarde, à moitié chambre. Il y avait les fenêtres aux autres logis d'adjoints. On ne sait pas pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne. Il était impossible de fermer complètement la porte qui frottait sur le plancher. Lorsque nous y montions, le soir, abritant de la main notre bougie que menaçaient tous les courants d'air de la grande demeure, chaque fois nous essayions de fermer cette porte, chaque fois nous étions obligés d'y renoncer. Et toute la nuit, nous sentions autour de nous, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des 3 greniers. C'est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir de ce même jour d'hiver. Tandis qu'en un tour de main, j'avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller. Du lit de fer au rideau de cretonne décoré de pampres où j'étais montée déjà, je le regardais faire. Tantôt il s'asseyait sur son lit bas et sans rideau, tantôt il se levait et marchait de long en large, tout en se dévêtant. La bougie qu'il avait posée sur une petite table d'osier tressée par des bohémiens jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque. Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait, d'un air distrait et amer, mais avec soin, ses habits d'écolier. Je le revois plaquant sur une chaise sa lourde ceinture, pliant sur le dossier sa blouse noire, extraordinairement fripée et salie, retirant une espèce de patelot gros bleu qu'il avait sous sa blouse, et se penchant en me tournant le dos pour l'étaler sur le pied de son lit.
Mais lorsqu'il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu'il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre qui était d'uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie, très ouvert, que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre. C'était un vêtement d'une fantaisie charmante, comme devaient en porter les jeunes gens qui dansaient avec nos grands-mères dans les bals de 1830. Je me rappelle, en cet instant, le grand écolier paysan, nu-tête, car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits. Visage si jeune, si vaillant et si durci déjà. Il avait repris sa marche à travers la chambre, lorsqu'il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d'un costume qui n'était pas le sien. Il était étrange de le voir en bras de chemise, avec son pantalon trop court, ses souliers boueux, mettant la main sur ce gilet de marquis. Dès qu'il l'eut touché, sortant brusquement de sa rêverie, il tourna la tête vers moi et me regarda d'un œil inquiet. J'avais un peu envie de rire. Il sourit en même temps que moi et son visage s'éclairait. Oh, dis-moi ce que c'est, fis-je, enhardi, à voix basse. Où l'as-tu pris? Mais son sourire s'éteignit aussitôt. Il passa 2 fois sur ses cheveux ras, sa main lourde, et tout soudain, comme quelqu'un qui ne peut plus résister à son désir, il réendossa sur le fin jabot sa vareuse, qu'il boutonna solidement, et sa blouse fripée. Puis il hésita un instant en me regardant de côté. Finalement, il s'assit sur le bord de son lit, quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher, et, tout habillé comme un soldat au cantonnement d'alerte, il s'étendit sur son lit et souffla la bougie. Vers le milieu de la nuit, je m'éveillai soudain. Maule était au milieu de la chambre, debout, sa casquette sur la tête, et il cherchait au porte-manteau quelque chose, une pèlerine qu'il s'est mis sur le dos. La chambre était très obscure, pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige. Un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit. Je me dressai un peu et je lui criai tout bas. Maule, tu repars? Il ne répondit pas. Alors, tout à fait affolé, je dis Eh bien, je pars avec toi. Il faut que tu m'emmènes. Et je sautai à bas. Il s'approcha, me saisit par le bras, me forçant à m'asseoir sur le rebord du lit, et il me dit Je ne puis pas t'emmener, François. Si je connaissais bien mon chemin, tu m'accompagnerais. Mais il faut d'abord que je le retrouve sur le plan et je n'y parviens pas. Alors je ne peux pas partir non plus. C'est vrai, c'est bien inutile, fit-il avec découragement. Allons, recouche-toi. Je te promets de ne pas repartir sans toi. Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre. Je n'osais plus rien lui dire. Il marchait, s'arrêtait, repartait plus vite, comme quelqu'un qui, dans sa tête, recherche ou repasse des souvenirs, les confronte, les compare, calcule, et soudain pense avoir trouvé. Puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher. Ce ne fut pas la seule nuit où, réveillé par le bruit de ses pas, je le trouvai ainsi, vers 1 heure du matin, déambulant à travers la chambre et les greniers, comme ces marins qui n'ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leur propriété bretonne, se lèvent et s'habillent à l'heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne. À 2 ou 3 reprises, durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus ainsi tiré de mon sommeil. Le grand Maulne était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir. Et chaque fois, au bord de ce pays mystérieux où une fois déjà il s'était évadé, il s'arrêtait, hésitant. Au moment de lever le loquet de la porte de l'escalier et de filer par la porte de la cuisine qui lui facilement ouverte sans que personne l'entendît, il reculait 1 fois encore. Puis, durant les longues heures du milieu de la nuit, fiévreusement, il arpentait en réfléchissant les greniers abandonnés. Enfin, une nuit, vers le 15 février, ce fut lui-même qui m'éveilla en me posant doucement la main sur l'épaule. La journée avait été fort agitée. Maulne, qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades, était resté durant la dernière récréation du soir, assis sur son banc, tout occupé à établir un mystérieux petit plan en suivant du doigt et en calculant longuement sur l'atlas du Cher. Un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe. Les sabots claquaient. On se pourchassait de table en table, franchissant les bancs et les strates d'un saut. On savait qu'il ne faisait pas bon de s'approcher de Maulne lorsqu'il travaillait ainsi. Cependant, comme la récréation se prolongeait, 2 ou 3 gamins du bourg, par manière de jeu, s'approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule. L'un d'eux s'enhardit jusqu'à pousser les autres sur Maulne. Il ferma brusquement son atlas, cacha sa feuille et empoigna le dernier des 3 gars, tandis que les 2 autres avaient pu s'échapper. C'était ce hargneux Giraudat, qui prit un ton plus rare, essayait de donner des coups de pied, et, en fin de compte, fut mis dehors par le grand Maulne, à qui il cria rageusement « Grand lâche! Ça ne m'étonne pas qu'ils sont tous contre toi, qu'ils veulent te faire la guerre !» Et une foule d'injures auxquelles nous répondîmes sans avoir bien compris ce qu'il avait voulu dire. C'est moi qui criai le plus fort, car j'avais pris le parti du grand Maulne.
Il y avait maintenant comme un pacte entre nous. La promesse qu'il m'avait faite de m'emmener avec lui sans me dire, comme tout le monde, que je ne pourrais pas marcher, m'avait lié à lui pour toujours. Et je ne cessais de penser à son mystérieux voyage. Je m'étais persuadée qu'il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne qu'on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure, et que Madeleine, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde, et que Jenny, la fille de la châtelaine, qui était admirable, mais folle et toujours enfermée. C'était à une jeune fille certainement qu'il pensait la nuit, comme un héros de roman. Et j'avais décidé de lui en parler, bravement, la première fois qu'il m'éveillerait. Le soir de cette nouvelle bataille, après 4 heures, nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin, des pics et des pelles qui avaient servi à creuser des trous, lorsque nous entendîmes des cris sur la route. C'était une bande de jeunes gens et de gamins en colonne par 4, au pas gymnastique, évoluant comme une compagnie parfaitement organisée, conduit par Delouche, Daniel et Giraudat, et un autre que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus, et ils nous huaient de la plus belle façon. Ainsi, tout le bourg était contre nous, et l'on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus. Maulne, sans mot dire, remisa sous le gangard la bêche et la pioche qu'il avait sur l'épaule. Mais à minuit, je sentais sa main sur mon bras et je m'éveillai en sursaut. « Lève-toi, dit-il. Nous partons. Connais-tu maintenant le chemin jusqu'au bout ? J'en connais une bonne partie. Et il faudra bien que nous trouvions le reste, répondit-il, les dents serrées. Écoute, Maulne, fis-je en me mettant sur mon séant. Écoute-moi. Nous n'avons qu'une chose à faire. C'est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque. Mais cette portion-là est très loin d'ici. Eh bien, nous irons en voiture, cet été, dès que les journées seront longues. Il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu'il acceptait. Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Maulne, ajoutai-je enfin. Dis-moi qui elle est. Parle-moi d'elle. Il s'assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l'ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l'air fortement, comme quelqu'un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret. Chapitre 8. L'aventure. Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même lorsqu'il se fut décidé à tout me confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière, de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. À 1h30 de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Maulne fit marcher sa bête mon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord, pour s'en amuser, qu'à notre surprise à tous, lorsqu'il ramènerait dans la carriole à 4 heures le grand-père et la grand-mère Charpentier. Car à ce moment-là, certes, il n'avait pas d'autre intention. Peu à peu, le froid le pénétrant, il s'enveloppa les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la Belle Étoile avaient mise de force dans la voiture. À 2 heures, il traversa le bourg de la Motte. Il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s'amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C'est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme. À la sortie de la Motte, aussitôt après la maison d'école, il hésita entre 2 routes et crut se rappeler qu'il fallait tourner à gauche pour aller à Vierzon. Personne n'était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps en bois de sapin et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s'il était bien là, sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides, continuait à trotter. L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague, et à tout hasard, Maulne poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin, sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules comme une cape sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid, qui traversait maintenant la couverture, Maulne reprit ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un moment, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maulne voulut lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continuait à marcher au pas avec une extrême lenteur,
Et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre, très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, » dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin, et qu'il n'était plus là sur la route de Vierzon. Il examina longtemps le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maule ne voulait la toucher, et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À 2 reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maule ne dut sortir son couteau de paysan pour revenir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maule n'eût immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien, à la longue, mener vers quelques villages. Ajoutez à toute cette raison que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maule ne songea soudain, avec un serrement de cœur, à la salle à manger de Sainte-Agathe où nous devions à 7 heures être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil, et la joie profonde de s'être ainsi évadé sans l'avoir voulu. Chapitre 9. Une halte. Soudain, la jument ralentit son allure, comme si son pied avait buté dans l'ombre. Maule ne vit sa tête plonger et se relever par 2 fois. Puis elle s'arrêta net, les naseaux bas, semblant aimer quelque chose. Autour des pieds de la bête, on entendit comme un clapotis d'eau. Un ruisseau coupait le chemin. En été, ce devait être un gué. Mais à cette époque, le courant était si fort que la glace n'avait pas pris et qu'il était dangereux de pousser plus avant. Maule me tira doucement sur les guides pour reculer de quelques pas, et, très perplexe, se dressa dans la voiture. C'est alors qu'il aperçut entre les branches une lumière. 2 ou 3 prés seulement devaient la séparer du chemin. L'écolier descendit de voiture et ramena la jument en arrière en lui parlant pour la calmer, pour arrêter ses brusques coups de tête effrayés. « Allons, ma vieille, allons! Maintenant, nous n'irons pas plus loin. Nous saurons bientôt où nous sommes arrivés. » Et, poussant la barrière entr'ouverte d'un petit pré qui donnait sur le chemin, il fit entrer dans son équipage. Ses pieds enfoncés dans l'herbe molle. La voiture cahotait silencieusement. Sa tête contre celle de la bête, il sentait sa chaleur et le souffle dur de son haleine. Il la conduisit tout au bout du pré, lui mit sur le dos la couverture, puis écartant les branches de la clôture du fond, il aperçut de nouveau la lumière qui était celle d'une maison isolée. Il lui fallut bien, tout de même, traverser 3 prés, sauter un traître petit ruisseau où il faillit plonger des 2 pieds à la fois. Enfin, après un dernier saut du haut d'un talus, il se trouva dans la cour d'une maison campagnarde. Un cochon grognait dans son tête. Au bruit des pas sur la terre gelée, un chien se mit à aboyer avec fureur. Le volet de la porte était ouvert, et la lueur que Maule avait aperçue était celle d'un feu de fagot allumé dans la cheminée. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle du feu. Une bonne femme, dans la maison, se leva et s'approcha de la porte sans paraître autrement effrayée. L'horloge à poids, juste à cet instant, sonna la demie de 7 heures. « Excusez-moi, ma pauvre dame, » dit le grand garçon. « Je crois bien que j'ai mis le pied dans vos chrysanthèmes. » Arrêtée et un bol à la main, elle le regardait. « Il est vrai, dit-elle, qu'il fait noir dans la cour, à ne pas s'y conduire. » Il y eut un silence, pendant lequel Maule, debout, regarda les murs de la pièce tapissée de journaux illustrés comme une auberge, et la table, sur laquelle un chapeau d'homme était posé. « Il n'est pas là, le patron ?» dit-il en s'asseyant. « Il va revenir, » répondit la femme, mise en confiance. Il est allé chercher un fagot. « Ce n'est pas que j'ai besoin de lui, » poursuivit le jeune homme en rapprochant sa chaise du feu. « Mais nous sommes là plusieurs chasseurs à l'affût. Je suis venu vous demander de nous céder un peu de pain. »
Il savait, le grand Maulne, que chez les gens de campagne et surtout dans une ferme isolée, il faut parler avec beaucoup de discrétion, de politique même, et surtout ne jamais montrer qu'on n'est pas du pays. Du pain, dit-elle? Nous ne pourrons guère vous en donner. Le boulanger qui passe pourtant tous les mardis n'est pas venu aujourd'hui. Augustin, qui avait espéré un instant se trouver à proximité d'un village, s'effraya. Le boulanger de quel pays? Demanda-t-il. Eh bien, le boulanger du vieux Nancy, répondit la femme avec étonnement. Par la route, je ne saurais vous dire au juste, mais par la traverse, il y a 3 lieues et demie. Et elle se mit à raconter qu'elle y avait sa fille en place, qu'elle venait à pied pour la voir tous les premiers dimanches du mois, et que ses patrons, mais Maule, complètement dérouté, l'interrompit pour dire: Le vieux Nancy serait-il le bourg le plus rapproché d'ici? Non, c'est les Landes, à 5 kilomètres. Mais il n'y a pas de marchand ni de boulanger. Il y a toujours une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin. Maule n'avait jamais entendu parler des Landes. Il se vit à tel point égaré qu'il en fut presque amusé. Mais la femme, qui était occupée à laver son bol sur l'évier, se retourna curieuse à son tour, et elle dit lentement en le regardant bien droit: C'est-il que vous n'êtes pas du pays? À ce moment, un paysan âgé se présenta à la porte avec une brassée de bois qu'il jeta sur le carreau. La femme lui expliqua très fort, comme s'il eût été sourd, ce que demandait le jeune homme. Eh bien, c'est facile, dit-il simplement. Mais approchez-vous, monsieur, vous ne vous chaufferez pas. Tous les deux, un instant plus tard, ils étaient installés près des chenets. Le vieux cassant son bois pour le mettre dans le feu, Maule mangeant un bol de lait avec du pain qu'on lui avait offert. Notre voyageur, ravi de se trouver dans cette humble maison après tant d'inquiétude, pensant que sa bizarre aventure était terminée, faisait déjà le projet de revenir plus tard avec des camarades revoir ces braves gens. Il ne savait pas que c'était là simplement une halte et qu'il allait tout à l'heure reprendre son chemin. Il demanda bientôt qu'on le remît sur la route de la Motte. Et revenant peu à peu à la vérité, il raconta qu'avec sa voiture, il s'était séparé des autres chasseurs et se trouvait maintenant complètement égaré. Alors l'homme et la femme insistèrent si longtemps pour qu'il restât couché, et repartit seulement au grand jour que Maule ne finit par accepter, et sortit chercher sa jument pour la rentrer à l'écurie. Vous prendrez garde au trou de la sente, lui dit l'homme. Maule ne nous a pas avoué qu'il n'était pas venu par la sente. Il fut sur le point de demander au brave homme de l'accompagner. Il hésita une seconde sur le seuil, et si grande était son indécision qu'il faillit chanceler. Puis il sortit dans la cour obscure. Chapitre 10. La bergerie. Pour s'y reconnaître, il grimpa sur le talus d'où il avait sauté. Lentement et difficilement, comme à l'aller, il se guida entre les herbes et les eaux à travers les clôtures de saules et s'en fut chercher sa voiture dans le fond du pré où il l'avait laissée. La voiture n'y était plus. Immobile, la tête battante, il s'efforça d'écouter tous les bruits de la nuit, croyant à chaque seconde entendre sonner tout près le collier de la bête. Rien. Il fit le tour du pré. La barrière était à demi ouverte, à demi renversée, comme si une roue de voiture avait passé dessus. La jument avait dû, par là, s'échapper toute seule. Remontant le chemin, il fit quelques pas, et s'embrassa les pieds dans la couverture qui, sans doute, avait glissé de la jument à terre. Il en conclut que la bête s'était enfuie dans cette direction. Il se prit à courir. Sans autre idée que la volonté tenace et folle de rattraper sa voiture, tout le sang au visage, en proie à ce désir panique qui ressemblait à la peur, il courait. Parfois son pied butait dans les ornières. Au tournant, dans l'obscurité totale, il se jetait contre les clôtures, et, déjà trop fatigué pour s'arrêter à temps, s'abattait sur les épines, les bras en avant, se déchirant les mains pour se protéger le visage. Parfois il s'arrêtait, écoutait, et repartait. Un instant il crut entendre un bruit de voiture, mais c'était qu'un tombereau, cahotant, qui passait très loin sur une route à gauche. Vint un moment où son genou, blessé au marchepied, lui fit si mal qu'il dut s'arrêter, la jambe raidie. Alors il réfléchit que si la jument ne s'était pas sauvée au grand galop, il l'aurait depuis longtemps rejointe. Il se dit aussi qu'une voiture ne se perdait pas ainsi et que quelqu'un la retrouverait bien. Enfin il revint sur ses pas, épuisé, colère, se traînant à peine. À la longue, il crut se retrouver dans les parages qu'il avait quittés, et bientôt il aperçut la lumière de la maison qu'il cherchait. Un sentier profond s'ouvrait dans l'ail. Voilà la sente dont le vieux m'a parlé, se dit Augustin. Et il s'engagea dans ce passage, heureux de n'avoir plus à franchir les haies et les talus. Au bout d'un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser à droite. Et parvenu à un croisement de chemin, Maule, dans sa hâte à regagner le pauvre logis, suivit sans réfléchir un sentier qui paraissait directement y conduire. Mais à peine avait-il fait 10 pas dans cette direction que la lumière disparut, soit qu'elle fût cachée par une haie, soit que les paysans fatigués d'attendre eussent fermé leurs volets.
Courageusement, l'écolier s'étala à travers champs, marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brillé tout à l'heure. Puis, franchissant encore une clôture, il retomba dans un nouveau sentier. Ainsi, peu à peu s'embrouillait la piste du Grand Maulne et se brisait le lien qui l'attachait à ceux qui l'avaient quitté. Découragé, presque à bout de force, il résolut dans son désespoir de suivre ce sentier jusqu'au bout. À 100 pas de là, il débouchait dans une grande prairie grise où l'on distinguait de loin en loin des ombres qui devaient être des genévriers et une bâtisse obscure dans un repli de terrain. Maulne s'en approcha. Ce n'était là qu'une sorte de grand parc à bétail ou de bergerie abandonnée. La porte céda avec un gémissement. La lueur de la lune, quand le grand vent chassait les nuages, passait à travers les fentes des cloisons. Une odeur de moisi régnait. Sans chercher plus avant, Maulne s'étendit sur la paille humide, le coude à terre, la tête dans la main. Ayant retiré sa ceinture, il se recroquevilla dans sa blouse, les genoux au ventre. Il songea alors à la couverture de la jument, qu'il avait laissée dans le chemin, et il se sentit si malheureux, si fâché contre lui-même, qu'il lui prit une forte envie de pleurer. Aussi s'efforça-t-il de penser à autre chose. Glacé jusqu'aux moelles, il se rappela un rêve, une vision plutôt, qu'il avait eue tout enfant, et dont il n'avait jamais parlé à personne. Un matin, au lieu de s'éveiller dans sa chambre, où pendaient ses culottes et ses paletots, il s'était trouvé dans une longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu coulait une lumière si douce qu'on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil. Il n'avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s'était rendormi. Mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être. Chapitre 11. Le domaine mystérieux. Dès le petit jour, il se reprit à marcher, mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon, qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler et essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction, avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et, sur cette solitude parfaite, brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapins, la flèche d'une tourelle grise. Quelques vieux manoirs abandonnés, se dit-il, quelques pigeonniers déserts. Et sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouché entre deux poteaux blancs, une allée où Maulne s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta plein de surprise, troublé d'une émotion inexplicable. Il marchait pourtant du même pas, fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants. Et pourtant un contentement extraordinaire le soulevait, une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. C'est ainsi que, jadis, la veille des grandes fêtes d'été, il se sentait défaillir lorsqu'à la tombée de la nuit on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches. Tant de joie, se dit-il, parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier plein de hiboux et de courants d'air. Et, fâché contre lui-même, il s'arrêta, se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village. Il réfléchissait depuis un instant la tête basse, lorsqu'il s'aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers, comme on faisait chez lui pour les fêtes. Il s'est trouvé dans un chemin pareil à la grande rue de la Ferté, le matin de l'Assomption. Il eut aperçu au détour de l'allée une troupe de gens en fête, soulevant la poussière, comme au mois de juin, qu'il n'eût pas été surpris davantage. Y aurait-il une fête dans cette solitude se demanda-t-il. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'étaient des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Maulne, bien qu'il ne comprit guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. Une seule chose m'inquiète, disait-elle. C'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. Jamais on ne m'empêchera, répondit une voix moqueuse du jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions? Même celle de nous faire mal, s'il vous plaît? Et les voix s'éloignèrent au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. Mais nous le permettra-t-on? dit une autre. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée? Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. Il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici. Étrange domaine.
Il voulut sortir de sa cachette, pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient 3 fillettes avec des robes droites qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou à toutes les 3. L'une d'elles, à demi retournée, un peu penchée, écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications, le doigt levé. Je leur ferai peur, se dit Maune, regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de Sainte-Agathe. Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins, dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite, toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes. De fines petites voitures à 4 places, les brancards en l'air. Des chars à blanc, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures, et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées. Maulne, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut char à banc, une fenêtre des annexes à demi ouverte. 2 barreaux de fer, comme on en voit derrière les domaines aux volets toujours fermés des écuries, avaient dû clore cette ouverture. Mais le temps les avait décelés. Je vais entrer là, se dit l'écolier. Je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour sans avoir fait peur à ces belles petites filles. Il franchit le mur, péniblement, à cause de son genou blessé. Et, passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un char à banc sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre qu'il poussa sans bruit, comme une porte. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas, qui devait être une chambre à coucher. On distinguait dans la demi-obscurité du soir d'hiver que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix, d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve. Maune avait fermé la fenêtre, tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine. Par instants seulement, on entendit gémir le grand vent de décembre. Et Maune, étendu, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là simplement, comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regret. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, pensa-t-il. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir.